qui êtes-vous? Je suis Batman. Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans ma chambre, c'est Jack Pisken qui te parle. Et aujourd'hui encore, on se retrouve pour parler d'un film culte et cette fois-ci, on sort sa plus belle cape pour Batman. Alors Batman, aussi couramment appelé Batman 89 de nos jours, est un film d'action fantastique sorti en 1989 et réalisé par Tim Burton, le désormais célèbre réalisateur au style bien particulier qui nous avait déjà régalé un an auparavant avec Beetlejuice et que l'on connaît aussi pour Édouard au Mât d'Argent ainsi que L'étrange Noël de Monsieur Jack entre autres. Et ceux qui connaissent un tant soit peu l'univers gothique du bonhomme savent à quel point le croisement avec l'homme chauve-souris a été un coup de génie, même si au départ, tout le monde ne semblait pas vraiment convaincu, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ici le premier film sérieux du Justicier de la nuit, puisqu'avant ça, on ne pouvait suivre les aventures de Batman à la télé que via une série et un long métrage plus que loufoque, avec l'inoubliable Adam West dans le rôle du Chevalier Noir. Pour le coup, changement radical d'ambiance, en tout cas visuellement, puisqu'en réalité, ce Batman 89 ne se prend pas tellement au sérieux, et c'est peut-être dû au fait que Burton n'est pas spécialement fan de comics à la base, et a préféré y mettre sa patte griffue plutôt que de respecter fidèlement l'œuvre originale. Et le film commence dans les rues malfamées de Gotham City, avec une famille agressée par des clodos et des rumeurs d'une chauve-souris géante. Très vite, on comprend que les voyous ne sont pas que dans les rues, mais que même la police est corrompue, et la ville a grand besoin d'être nettoyée. Deux petits curieux, le reporter Alexander Knox et la photojournaliste Vicky Vale, enquêtent justement sur cette rumeur de créatures de la nuit, et leurs recherches les emmènent au manoir de Bruce Wayne, playboy milliardaire excentrique, et rapidement, Vicky Vale va tomber sous son charme. Au même moment, le grand mafieux de Gotham City, Carl Grissom, décide de piéger son pas si fidèle bras droit, Jack Napier, en l'envoyant cambrioler une usine tout en donnant le tuyau à la police. Tout ça parce que Jack n'a pas su garder les mains dans ses poches avec la femme du patron. Fusillade à l'usine, entre les voyous en manteau noir et la police pourrie jusqu'à la moelle, tandis qu'au beau milieu de ce bourbier débarque Batman, qui vient jouer du poing et neutralise les malfrats. Dans le chaos de l'action, il défigure par accident le bras droit trahi, qui tombe dans une cuve de produits chimiques et est laissé pour mort. À partir de là, on découvre la double vie de Bruce Wayne, philanthrope richissime le jour et justicier masqué la nuit. Et c'est pas facile pour lui de conjuguer une nouvelle relation amoureuse, heures supplémentaires nocturnes et traumatisme lié au meurtre de ses parents des années plus tôt. Et en parlant de traumatisme, on découvre que Jack Napier n'est pas mort, mais suite à son grand plongeon, il arbore un rictus permanent et ne ressent plus aucune douleur, en plus d'avoir la peau blanchie et les cheveux verts. C'est donc tout naturellement qu'il pète les plombs et décide d'assassiner son ancien chef et de prendre sa place à la tête du syndicat du crime de Gotham City. Tu peux m'appeler Joker. Voilà en gros le préambule de cette histoire fantastique, qui pour le coup est un scénario original, et qui se permet même de donner une origine au plus célèbre adversaire de l'homme chauve-souris, ce qui a d'ailleurs été reproché par les fans, en plus de prendre quelques libertés concernant le code de conduite du justicier, puisque dans ce film, Batman tue plus d'un adversaire, et semble n'éprouver aucun remords. C'est aussi le choix de Michael Keaton dans le rôle principal qui a fait grincer des dents à l'époque. L'acteur, ayant surtout joué dans des comédies jusque-là, ne faisait pas l'unanimité, mais après un seul trailer, il a su convaincre le public et reste encore aujourd'hui une excellente incarnation du Chevalier Noir. Mais le véritable clou du spectacle reste Jack Nicholson et son interprétation du Joker. Complètement timbré et instable, avec le goût de la mise en scène, il vole la vedette au protagoniste à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, et c'est un véritable plaisir de suivre le psychopathe à travers le film. Même les seconds rôles sont bons, avec Kim Basinger dans le rôle de Vicky Vale, qui sert à lier tous les personnages entre eux, que ce soit en tant que partenaire amoureuse de Bruce Wayne, journaliste intrépide avec Batman, ou victime ciblée du Joker. Ou même encore Alexander Knox, joué par Robert Wuhl, en reporter un peu lourd mais très humain, et qui représente en quelque sorte le spectateur lambda qui s'interroge sur l'homme chauve-souris. Après, tout n'est pas rose pour autant.
Batman est raide comme un piquet et les chorégraphies des combats sont mollassonnes. Les dialogues et mises en scène ressemblent plus à du théâtre qu'à des situations crédibles, et le rythme du film est en dents de scie. Au bout d'un moment, on sent bien les 2 heures passées. En fait, Tim Burton a privilégié la forme sur le fond, avec des décors sublimes en matte painting et des miniatures, des costumes très stylés au design proche de ce qu'on peut voir dans les comics, et surtout des mises en scène théâtrales qui font passer les personnages pour des poseurs. Je pense notamment aux nombreux passages avec un Bruce Wayne ténébreux dans sa Batcave, ou encore au Joker se pavanant sur son char de foire en balançant des billets dans la foule. Et c'est ça justement qui rend ce Batman 89 culte. C'est peut-être léger en termes de scénario, mais ça a une classe monumentale. Et quand on parle d'un homme adulte qui se déguise en chauve-souris géante, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose ? La VF aussi est excellente, puisqu'on retrouve Patrick Osmond qui joue un Bruce Wayne charmeur et un Batman pince sans rire. Vous faites un peu plus de 54 kilos? Oh, vous croyez? Allons-y. Jean-Pierre Moulin dans le rôle du Joker avec son rire sadique. Ce type me plaît déjà. Michel Buzinski et la douce et intelligente Vicky Vale, et Philippe Pétieux, surtout connu pour être la voix d'Homer Simpson, réussit à merveille à rendre Knox encore plus lourd que d'habitude. Oh, merci, j'aurai une bourse. On a même eu droit à un caméo du grand Richard Darbois, en tant que voyou au début du film. Qui es-tu? Je suis Batman. Et pour rester dans le domaine audio, comment peut-on parler de ce Batman sans aborder sa musique magistrale? Composé par l'acolyte de Burton, Danny Elfman, il nous signe ici une bande-son mémorable avec son thème épique lié à jamais au Chevalier Noir. Et c'est sans compter les quelques chansons écrites et interprétées par l'excentrique Prince, qui a tellement aimé sa visite des studios durant le tournage qu'il s'est impliqué à fond dans le projet, au point de tourner un clip très ancré dans son époque pour la chanson Bad Dance. Et comble du bonheur, on a pu retrouver la BO sur vinyle, cassette et CD dès la sortie du film, et ce doit d'être dans toute collection qui se respecte. Pareil pour l'édition complète de chez Mondo, ressortie pour l'occasion dans une version colorée en double vinyle du plus bel effet. Il y a eu bien sûr moult marchandises estampillées Batman, des jouets aux vêtements en passant par les bijoux. Tout le monde a succombé de près ou de loin à une véritable Batmania. Et rares sont ceux qui n'ont pas eu au moins un t-shirt ou un pins avec le symbole du justicier. Même mon frangin a eu sa période avec un très joli pull. Où il trouve ces fantastiques jouets? Mais évidemment, il y a surtout eu des jeux vidéo basés sur le film, sur à peu près tous les supports du moment, de l'arcade à la Commodore 64, en passant par la Mega Drive et la Game Boy. Mais c'est principalement la version NES à laquelle on pense quand on parle d'adaptation vidéoludique. Et bien que celle-ci ne soit pas la plus fidèle aux matériaux de base, elle reste une référence en termes de jeux d'action et de musique qui tabasse. Et je vous renvoie à mon test pour en découvrir un peu plus. Et si jamais vous voulez revivre l'aventure Batman d'une autre manière, il existe une adaptation en comics très fidèle, sortie à l'époque, et une nouvelle version est publiée en France chez Urban Comics. Paraît même qu'une suite directe est en préparation. Et en parlant de suite, on ne peut pas oublier Batman le Défi, sorti en 1992 et toujours réalisé par Burton, qui à mes yeux sublime la formule et corrige les quelques défauts du premier opus. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Batman 89 est un film mythique qui a pavé la voie des adaptations de comics au cinéma. Et même s'il n'est pas exempt de défauts, il restera à jamais un pilier dans la légende du Chevalier Noir. Son manque de substance et de profondeur est très vite oublié à chaque nouvelle scène cruciale. On se rappellera encore longtemps du passage chaotique du Joker au musée Flugelheim, de Batman dérobant les ballons remplis de gaz mortel avec ce plan sublime au milieu de la pleine lune, ou encore de la Batmobile et de son design incroyable qui a dû faire rêver tout un tas de gamins qui l'attendaient au pied du sapin à Noël. Même son poster est génial, avec ce logo jaune et noir tout en sobriété, mais qui nous arrive en pleine face tel un coup de poing sur le nez du Joker. Pour moi c'est simple, c'est meilleur Batman, meilleur Joker, meilleur emblème et meilleur Batmobile. Au final, il ne me reste plus qu'une seule question à vous poser. N'avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de lune ? Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour encore plus de rétro. Ciao !